Photo et retouche photo. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de profondeur de champ. Néanmoins, au préalable, si vous ne maîtrisez pas un peu les techniques de profondeur de champ, je vous invite vivement à regarder ma vidéo en photo, la numéro 7, intitulée « Hyperfocale et bokeh ». Je vous rappelle à ce sujet que sur mon blog, vous trouverez toutes mes vidéos classées dans l'ordre de progression et par thème, soit 5 domaines différents. En principe, je ne traite pas 2 fois le même sujet et je ne fais pas de placement de produits à but publicitaire. Donc je ne conseille pas sur du matériel photo. Un vendeur de magasin spécialisé en photo sera à même de le faire. Donc on va rester dans l'art de la photographie avec ce tutoriel. Au préalable, il faut se poser la question: quelle est la nécessité du flou d'arrière-plan? D'ailleurs, cette technique très répandue dans le monde professionnel, surtout en portrait, est basée sur la théorie qui consiste à détacher mon sujet principal dans ma photo. Je fais ressortir mon sujet à la prise de vue. En effet, l'œil, qui est relativement paresseux, ne s'attarde pas sur les parties floues. Il se focalise sur les parties nettes, donc votre sujet. Dans cette vidéo, on va voir les 4 techniques comment créer un flou d'arrière-plan sur une photo à la prise de vue. Néanmoins, si votre matériel n'est pas trop professionnel ou si les conditions de lumière ne vous permettent pas de faire un flou d'arrière-plan, qu'on appelle également bokeh, alors il existe également une solution de rattrapage simple en retouche photo. C'est ce qu'on verra sous forme de bonus à la fin de la vidéo. Néanmoins, il est noté que la solution informatique n'est pas la panacée pour plusieurs raisons. Elle s'avère délicate à mettre en œuvre, par exemple si la photo n'est pas très contrastée ou si la photo comporte beaucoup de plans différents. Dans tous les cas, ça demande un travail délicat si on ne veut pas que ça ressemble à une photo maquillée. Je vous rappelle également, concernant la retouche photo, qu'on travaillera comme d'habitude sur le très bon logiciel open source, donc gratuit, GIMP. Comme toujours, vous trouverez sur mon blog les vidéos de formation sur GIMP classées. Un petit bémol concernant les exemples utilisés, en effet, ils ne sont pas toujours super top. Il est évident que je me consacre plus sur l'aspect pédagogique qu'artistique. Enfin, vous avez toujours la possibilité de me laisser vos commentaires sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog si vous ne voulez pas partager votre commentaire avec la communauté. Dans tous les cas, je m'efforce de répondre à tous les commentaires. En fin des vidéos, si ce tuto t'a plu, tu as la possibilité d'encourager la chaîne avec un pouce bleu. Et si tu ne veux pas louper de tuto, tu peux t'inscrire en cliquant sur le bouton t'abonner. N'oubliez pas, c'est vous qui décidez du contenu de la chaîne grâce au like. Je veux dire, si vous n'avez pas liké ou partagé la vidéo, j'en déduis que le sujet n'est pas intéressant. Donc, c'est parti avec ce tuto en atelier photo, les 4 méthodes pour réaliser un flou d'arrière-plan, en plus bonus en fin de vidéo. Alors on va revoir en théorie ce que ça donne. Donc par exemple, si ici j'ai un sujet principal qui se trouve à ce niveau-là, ici j'ai un avant-plan et ici j'ai un arrière-plan. Donc on voit bien sur cette photo que le sujet se détache vraiment sur ma photo. L'avant-plan n'est pas flou, effectivement, parce que là on est très près du sujet, donc c'est difficile d'être flou. Par contre, toute cette partie-là est vraiment floue. Et comme je l'ai dit précédemment, comme l'œil est relativement feignant, il va s'intéresser à la partie nette. Donc il va faire abstraction de la partie floue, ce qui fait vraiment ressortir votre sujet. On le voit bien à ce niveau-là. Donc le flou d'arrière-plan, c'est la méthode qui va nous permettre de créer ce flou-là. Comment procéder pour avoir ce flou à ce niveau-là? Donc la première chose, c'est de jouer sur l'ouverture du diaphragme, la plus grande possible. Donc là on voit, j'ai mon F8 correspond à une fermeture, j'ai un tout petit orifice, hein, je le vois très bien à ce niveau-là.
Ici, 5, 6, c'est déjà plus important, etc. F4. Néanmoins, il va falloir descendre au moins jusqu'à F2, voire F8, si vous avez un objectif qui permet de faire ça. Sachant que souvent, on utilise des zooms, hein, des 35, 70 ou 200, peu importe. Et sous les zooms, on va commencer à 3, 5, voire à F4. Et donc là, ça sera plus difficile d'avoir un flou d'arrière-plan. Hein, par contre, si vous avez un classique 50 mm en objectif fixe, souvent on va trouver des ouvertures f1.8, f1.7. Hein, ce type d'objectif est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas très cher et donc il nous permet vraiment d'avoir des ouvertures importantes. Donc je vais travailler en priorité à l'ouverture. On appelle ça aperture en anglais, et souvent sur les appareils photo Nikon, c'est la lettre A. Chez Sony également. Hein. Chez Canon, il me semble que c'est AV. Bon, peu importe. Donc on va se mettre en priorité ouverture diaphragme. Alors là, sur ce schéma que vous retrouvez également dans ma vidéo bokeh et hyperfocale, où j'expliquais effectivement, suivant l'ouverture, ici ça correspond à mon ouverture, hein. On voit très bien que j'ai une pleine ouverture à f1.4, et donc là j'ai un flou qui est conséquent, je distingue à peine le fond. Donc là je vais vraiment avoir mon sujet qui se détache. Et donc à chaque fois que je vais fermer F2, F2.8, bon là la progression va vraiment dépendre de votre type d'appareil photo, hein. On a les boîtiers suivant le prix n'ont pas tous la même progression. Peu importe, quand je vais monter, c'est-à-dire je vais fermer, je monte au niveau des chiffres et je ferme au niveau de l'ouverture, je vais récupérer de la netteté suivant mon fond. Donc ma profondeur de champ, là je vois qu'elle est, je commence à avoir de la netteté au niveau des montagnes, hein. Ça va aller crescendo suivant la fermeture. Et donc quand je suis à F16, à ce moment-là, je commence à avoir de la netteté à l'infini. D'ailleurs, F16 va être souvent utilisé si vous faites de la photo de montagne, sachant que je vais chercher à avoir de la définition au niveau des montagnes, voire à l'infini. Hein, donc on est dans, c'est la théorie inverse du portrait. Voilà, donc ça, ce principe-là, c'est la première possibilité qu'on a pour créer du flou d'arrière-plan. Donc ici, on va voir la possibilité numéro 2. Ça consiste sur la théorie de dire une focale assez longue, un minimum, voire 50 mm par exemple. Enfin, 50 mm semble un minimum. Plus la focale est importante et plus courte sera la profondeur de champ. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire par exemple un portrait avec un 200 mm, même avec une ouverture moyenne, on obtient très rapidement un flou d'arrière-plan. Donc, bon, ici, il y a toute une partie d'objectifs, hein, donc ce type d'objectifs, par exemple, hein, qui sont des longues focales, ça va pas poser beaucoup de problèmes pour faire du flou d'arrière-plan. Par contre, à l'inverse, si vous utilisez une focale de type 20, 24, 18, ça semble beaucoup plus difficile. D'ailleurs, c'est pour ça également, quand on utilise des smartphones ou des petits appareils où on a souvent, c'est l'équivalent d'un grand angle, hein, je peux pas, c'est un peu difficile de comparer avec des objectifs réflexes, mais c'est l'équivalent d'un grand angle, et là on a énormément de difficultés à faire du flou d'arrière-plan. Alors ici on a un résumé de ces focales là, hein, donc on voit très bien, par exemple ici j'ai un 14 mm, hein, donc c'est un angle très ouvert, hein, on le voit ici. Ici j'ai le 50 qui est un petit peu la référence qui correspond à cet angle là.
etc. Et après en jaune, là on commence à rentrer dans des focales assez longues, hein, 200 mm, hein, donc où on va vraiment zoomer, voir du 600, 600, 400 qui sont réservés à du reportage animalier par exemple. Donc ici, vous avez un petit peu un exemple de ce que ça peut donner. Je suis sur du 14 mm. Donc là, j'ai vraiment un angle où je balaye toute cette partie-là. Et quand, si je monte, hein, au 50, j'ai uniquement la maison. Hein, donc cette partie-là se prend toute l'image à ce niveau-là. Et ici, j'ai à la fin plus qu'une une fenêtre. Ah, donc là, je suis sur du 600. Donc, à partir du 50, je pourrais commencer à avoir un flou d'arrière-plan qui est relativement intéressant. Il y a même des gens qui utilisent des focales assez élevées, voire 200 mm, pour faire du paysage. Parce que ça amène à un phénomène de tassement des perspectives, hein, qui peut être intéressant en paysage. Il n'y a pas de règle définie en photo, hein, je peux, voilà, c'est suivant la création. Alors tout ce que je vous dis, ça correspond bien, à chaque fois, les valeurs sont toujours données pour un capteur plein format. Ce qui veut dire que si vous utilisez un 35 mm sur un APS-C, vous aurez, par exemple chez Canon, il va falloir multiplier par 1,7, et ce qui correspondra à 50. Hein. Si vous avez un 50, vous serez sur une focale de 70. Hein. Donc moi, à chaque fois quand je parle, je suis sans correction, hein, c'est-à-dire sur du plein format. On va voir donc maintenant la troisième possibilité, qui va nous permettre d'ajouter du flou sur l'arrière-plan. Cette possibilité-là consiste à jouer sur la distance de l'appareil photo au sujet. Vous devez shooter au plus près de votre sujet. À plus cette distance sera réduite, à plus la zone de netteté sera réduite. Donc ça, j'en avais parlé dans la vidéo numéro 7, hyperfocal et bokeh, mais on va revoir rapidement les grands points. Donc, bon, vous avez la possibilité d'utiliser ce petit logiciel qui s'appelle Hyperfocal. Vous pouvez le télécharger pour smartphone. Bon, il existe beaucoup d'applications. Celle-ci est vraiment très simple d'utilisation, même si elle est en anglais, ça pose pas de problème. Au niveau installation, au niveau utilisation. Autrement, donc ça fonctionne sur smartphone Android, mais vous pouvez trouver l'équivalent naturellement sur d'autres smartphones, pour d'autres Windows CE, etc. Donc sur cette application, c'est très simple. On va d'un côté mettre ma focale, ici 50 mm. Bon, si vous avez la possibilité de mettre directement votre appareil photo, s'il se trouve dans la liste, c'est facile, hein, sachant qu'ici on parle toujours en plein format. Hein, donc il va faire directement le calcul, le rapport de la focale. Donc pour un 50 mm, ici, je dis 50 mm, si vous utilisez un objectif, un téléobjectif, je veux dire, il va falloir mettre la valeur correspondante au réglage que vous avez fait sur votre télé. Par exemple, si vous avez un 50-135 et que vous avez réglé votre bague sur 70, il est évident qu'ici, je vais mettre 70 mm. Ensuite, je vais y mettre l'ouverture. Donc, ici, on a par exemple F8 et ensuite, je vais mettre ma distance au sujet. Donc c'est, par exemple ici, mon sujet, il se trouve entre les deux arbres. Donc j'ai évalué approximativement 11 mètres. Et donc quand j'ai réglé ces trois paramètres-là, à ce moment-là, lui il me dit que cette partie-là va être floue et que toute cette partie-là va être nette. Donc ça veut dire que là, je suis net à partir de 5 mètres à l'infini. Donc dans ce cas-là, je ne vais pas pouvoir faire de flou. Donc là, on est dans un cas où c'est
c'est impossible hein, parce que j'ai simplement ma partie floue se trouve avant le sujet. Donc il va falloir modifier, soit vous montez en focale, soit vous montez, vous diminuez l'ouverture, c'est-à-dire que, enfin vous augmentez, vous diminuez le chiffre pour augmenter l'ouverture, hein, par exemple F2, et également vous avez la possibilité de vous rapprocher de votre sujet. Mais avec ces paramètres-là, c'est impossible d'avoir un flou d'arrière-plan. Donc c'est pour ça que c'est très utile hein, ce type de logiciel. Vous pouvez préparer votre séance photo au préalable si vous savez comment le matériel que vous avez utilisé, la position de votre sujet, l'arrière-plan que vous avez choisi derrière, un fond de jardin, etc. Vous pouvez déjà préparer votre séance photo. Hein, c'est vraiment très très pratique. Mais en tout cas, avec ces paramètres-là, c'est mission impossible au niveau du flou d'arrière-plan. Par contre, maintenant, si je retouche mes paramètres, par exemple, on va toucher l'ouverture parce que c'est celle qui agit le plus sur le flou d'arrière-plan. Donc, je vais ici modifier et donc je viens de passer sur F2, hein, qui est vraiment une grosse ouverture. Hein, donc, elle n'existe pas forcément sur tous les zooms, hein, mais vous pouvez la trouver facilement sur une focale fixe. Néanmoins, j'ai F2, j'ai conservé mon paramètre 50 mm au niveau de la focale et je suis toujours placé à 11 mètres de mon sujet. Et donc là, je vois que ma profondeur de champ est de 5 mètres. Donc, elle commence à ce niveau-là, à 8 mètres de l'objectif pour aller jusqu'à 14 voire 15 mètres de mon objectif, hein, de mon capteur plus exactement. Donc la différence c'est 5 mètres. J'ai 5 mètres de profondeur de champ. Donc si vous avez un sujet qui est situé à ce niveau-là et ici vous avez un fond qui se situe dans cette zone-là, ce fond sera flou. Hein, donc vous voyez, c'est très très intéressant pour préparer une séance photo, surtout si vous avez un portrait à réaliser. Donc je peux très facilement savoir où j'en suis au niveau du flou d'arrière-plan grâce à ce petit logiciel d'hyperfocale. Je souligne également qu'il est gratuit. Hein. Je propose que de l'open source ou éventuellement dans le pire des cas du gratuit. Hein. Donc ça c'est une application gratuite. À présent, on va voir la dernière possibilité, la numéro 4. Plus votre capteur est de grande taille, plus vous aurez une profondeur de champ réduite. En conclusion, le plein format est idéal pour la réalisation de bokeh par exemple. Donc là, c'est pas un paramètre qu'on peut agir par la suite, ça concerne plus les gens qui sont dans le choix d'acheter un appareil photo. Donc si vous achetez un réflexe et que vous l'achetez avec un plein format, en plein format, je veux dire au niveau du capteur, c'est-à-dire à 24-36, à ce moment-là, vous savez que ça sera beaucoup plus facile pour vous de faire du flou d'arrière-plan. D'ailleurs, c'est pour ça que ce type de boîtier est beaucoup utilisé en milieu professionnel. Il est également beaucoup plus cher du fait du capteur. Hein. À plus le capteur est gros, en général, à plus c'est cher. Mais ça va directement impacter la profondeur de champ. D'ailleurs, à ce sujet, si on parle des hautes et basses lumières, hein, il faut savoir qu'elles sont directement liées par la dynamique. Également, la sensibilité ISO. C'est un peu pour les mêmes raisons. Bon, l'explication est simple. Hein. Les photos citent soit les éléments qui composent la surface du capteur. Il faut savoir qu'il y a un seul photosite pour chaque pixel de l'image. Il capte la luminosité d'un pixel de l'image. Si votre capteur fait 18 millions de pixels, vous aurez compris qu'il y a donc 18 millions de photosites. Vous aurez compris également qu'un smartphone avec son microcapteur est équipé de photosites extrêmement petits, dont la qualité en haute ou basse lumière ainsi que la sensibilité ISO sont directement impactés par ce problème. Donc en règle générale, la qualité d'image shootée dans les mêmes conditions
sont proportionnellement à la grosseur du capteur. Donc c'est pour ça qu'il va être extrêmement difficile avec un smartphone, encore une fois, de faire du flou d'arrière-plan. À moins qu'il soit traité par la suite en informatique. Donc là, moi je parle en théorie pure photo. Alors donc un petit rappel sur les capteurs. Donc là, ça c'est donc le 24-36. Donc là, on a bien un plein format. Ici, on a le classique APS, APS-C également. Donc ça, c'est vraiment ces trois capteurs-là. C'est du gros capteur classique chez Nikon, Canon, qui équipe les réflexes. Et après, on va commencer à diminuer au niveau des capteurs. Donc ici, on va être sur du bridge. On va attaquer le bridge. Donc vous voyez qu'on a un rapport complètement différent entre ce capteur-là et celui-ci. Donc le smartphone va encore descendre par rapport à ce type de capteur. Donc là on voit au niveau du flou d'arrière-plan qu'on a quand même un rapport relativement important. Donc plus le capteur est gros, par exemple le plein format, on aura une dynamique importante au niveau des images. Donc ça, c'était la possibilité numéro 4, c'est la dernière possibilité concernant le fait de réaliser des flous d'arrière-plan. Donc on a terminé, on a vu les 4 méthodes pour comment ajouter du flou de l'arrière-plan. Donc bon, on peut regarder sur un exemple, l'exemple idéal. Si j'ai un boîtier en plein format, c'est la règle numéro 4, équipé d'un objectif avec une focale fixe de 80 mm. Dans ce cas-là, on est dans la règle numéro 2. Vous pouvez vous positionner à 1 mètre du sujet à photographier, la règle numéro 3. Et enfin, vous fonctionnez avec priorité à l'ouverture que vous réglez sur f1.7, règle numéro 1. Ça vous donnera le maximum d'arrière-plan. Donc, j'ai mon boîtier, ici j'ai mon sujet, je suis en plein format. Ensuite, j'ai mon objectif ici, c'est un 80 mm à une focale fixe. Donc, j'ai mon angle là, qui correspond à mon objectif qui se trouve ici pour couvrir mon sujet principal. Ensuite, j'ouvre, je me mets en priorité ouverture et j'ouvre au maximum à un f1.7. Et en dernier, je vais me mettre à 1 mètre du sujet, relativement près. Et donc là, j'aurai vraiment un maximum de flou. J'ai utilisé pleinement les 4 règles. Voilà, donc là, c'est terminé en ce qui concerne les réglages photo. On va voir à présent la méthode pour créer ou améliorer un flou d'arrière-plan grâce à l'informatique. Je vous rappelle à ce sujet que l'exigence ou l'art photographique nous oblige à retoucher un minimum nos photos, d'où l'intérêt du RAW. Dans le temps, cette opération était réalisée en laboratoire. Donc, j'ai démarré le logiciel GIMP. Vous remarquerez qu'il se trouve un peu customisé façon Photoshop. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez la méthode et le fichier dans mon site, rubrique photo. Donc on va ouvrir une photo. Alors par exemple, j'ai cette photo avec en gros 2 plans. Donc mon premier plan qui se trouve ici, j'ai ma toiture qui est légèrement floue, et ici mon sujet principal. Donc moi je vais flouter la partie arrière pour vraiment détacher la tête de mon sujet principal. Donc supposons que j'ai fait cette photo et donc je ne suis pas très satisfait du flou. C'est donc cette partie-là que je vais retoucher. Sachant que mes exemples sont purement pédagogiques. Je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à faire ça. C'est uniquement pour voir ensemble la méthode. Bon là je vais commencer par zoomer un petit peu. Voilà, sur mon sujet.
Et donc on va procéder au détourage, une opération relativement classique. Donc c'est pareil, au niveau du détourage, je vais faire ça assez rapidement. Au besoin, vous pouvez fignoler comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Ça dépend de la qualité du travail que vous cherchez. Donc je vais prendre mon outil de sélection à main levée. Et donc là, je vais tout simplement commencer à faire le tour. Voilà, donc on va commencer à la partie là. Donc c'est parti pour un détourage. Donc là, j'ai terminé mon détourage. Je vais vérifier ma sélection. Hein, donc ici, si je vais sur mon outil, enfin mon icône éditeur de sélection, je vois que c'est la partie là qui est sélectionnée, la partie blanche. Moi, ce que je veux, c'est travailler sur la partie noire. Donc je vais inverser ma sélection. Donc là, très simplement, vous pouvez le faire ici. Hein, l'icône est très intuitif. Voilà. Donc là, j'ai inversé ma sélection. J'ai bien la partie qui est blanche ici. Donc, ce qui peut être également important, c'est quand on fait un flou, éventuellement, je suis bien sur mon profil et donc je risque d'avoir un manque de netteté au niveau des bords de mon profil. Donc ça peut être un petit peu gênant. Donc, si vous voulez, je vais réduire ma sélection, c'est-à-dire je vais m'éloigner au moins d'un pixel. Hein. Bon là ça va dépendre de votre travail. Bon là un pixel semble suffisant. Je vais m'éloigner d'un pixel de ma sélection. Donc pour ça, il suffit d'aller dans le menu sélection et donc on va faire comment réduire. Là, je réduis, hein, je suis à l'inverse finalement. Un pixel. Ici, je peux mettre ma quantité de pixels. Hein. Bon, il suffit de s'éloigner d'un pixel, pas de trop, parce que je risque d'avoir une zone nette et après une zone floue. Hein. Alors, on se demanderait pourquoi j'ai une zone nette autour de mon sujet. Donc, il faut vraiment c'est quelques pixels. Donc, je valide. Voilà. Donc, je vois que je me suis un petit peu éloigné hein, dans cette zone-là. Hein. Voilà. Donc, actuellement, il est simple d'utiliser filtre et donc là j'ai le menu flou et je vais utiliser le classique flou gaussien ici. Et donc là je vais maintenant me placer dans une partie au bord de mon sujet principal pour pouvoir vraiment juger de la qualité du flou. Donc là j'ai mon sujet principal. Voilà, et donc là j'ai un morceau de flou hein, qui correspond en fait à cette partie là. Donc 5 semble un petit peu faible, donc je vais remonter mon flou. Alors là c'est souvent je vais fermer mon maillon parce qu'il faut qu'au niveau du flou, dans ce type de flou, je recherche quelque chose d'assez homogène, donc je serai bien flouté de la même manière en horizontal et vertical. Et donc là, je vais pouvoir remonter mon flou. Voilà, donc je vais passer sur un flou. Voilà. Bon, là, c'est pas, je vois que c'est pas mal. Et donc, je fais valider. Voilà. Et donc là, j'ai mon sujet qui se détache un petit peu plus sur mon flou d'arrière-plan. Donc une méthode, bon, suivant, hein, comme je vous le dis à chaque fois, c'est pédagogique, hein, ça n'a pas forcément un intérêt artistique, mais c'est la méthode qu'on va utiliser si je suis confronté à ce type de problème.
Alors, autre chose concernant comment également les sélections, je vous conseille, bon là moi j'ai fait une sélection un petit peu rapide, mais je vous conseille toutefois de sauvegarder votre sélection. Donc pour ce faire, c'est relativement simple. Quand je suis dans mon outil ici, éditeur de sélection, je vais tout simplement lui dire sélectionner vers chemin. Et donc ma sélection, il est en train de l'enregistrer. Et ici, si je vais voir mes chemins, j'ai ma sélection qui apparaît ici. Si je regarde mon petit icône, je vois bien la forme de ma sélection. Donc actuellement, je peux l'enlever par un CTRL A. Et donc là, je vois vraiment mon travail qui a été réalisé. Et donc, comment, si j'ai besoin de nouveau de retravailler à partir de ma sélection, je peux très simplement la retrouver ici. Donc dans chemin. Et ici, je vais tout simplement faire un clic droit. D'ailleurs, je peux même la faire apparaître. Si je clique, elle apparaît ici en rouge. Et donc, je peux également la transformer en sélection. Donc, chemin vers sélection. Et donc là, je peux à nouveau travailler sur ma sélection. À chaque fois, je vérifie bien que je suis sur la bonne partie, que je ne suis pas sur mon sujet principal. Voilà, donc le moyen de faire un flou d'arrière-plan par rapport à l'informatique, où je vais vraiment, bon l'avantage c'est que je vais pouvoir contrôler parfaitement mon flou d'arrière-plan, sachant qu'il est quand même toujours conseillé d'obtenir le meilleur résultat possible au moment de la prise de vue. L'informatique à ce moment-là sera plus une solution de secours. Voilà, donc je peux comparer, je peux rouvrir mon sujet précédent, je peux rouvrir mon image, je vais dire, alors récemment ouvert, voilà. Voilà, donc ici j'ai mon image avant modification et là après modification. On va regarder à présent une deuxième méthode par ajout de sélection. Donc voilà, je vois dans mes dessins, qu'est-ce que j'ai? Voilà, bon, celui-là, je l'ai fermé, on a plus nécessité. Donc, on va traiter cet exemple-là. Alors là, si vous voulez, j'ai un petit peu cet escalier qui est gênant et que j'ai besoin de flouter. Par contre, il fait partie un petit peu de ce plan-là que je vais également ajouter en tant que sélection. Donc, je prends de nouveau mon outil sélection à main levée. Bon, c'est vrai qu'il existe pas mal d'outils. Là, au niveau de la baguette magique, ça va être difficile de régler mes tonalités parce que j'ai des tonalités très très près dans cette zone-là, ici. Et donc, ça sera trop fastidieux, ça marchera pas très bien. Donc là, j'ai pas tellement le choix, hormis cet outil-là. Donc la qualité du travail va toujours dépendre du nombre de points. Bon, moi je vous fais ça assez rapidement, sachant que le but ici n'étant pas la qualité mais la méthode. Donc c'est parti. Bon, je peux vérifier également mon outil. Donc là je suis par sélection, lissage, adoucir les bords. Donc n'est pas connecté. Donc ok, c'est bon. Voilà, donc j'ai ma première sélection et je vais ajouter ma deuxième sélection. Donc là, je vais cliquer sur le bouton ajouter sélection. Et donc là, je suis reparti
faut. Et donc je vais bien ajouter encore une troisième sélection. Donc à présent, comme tout à l'heure, par rapport à cette partie-là, le bord du bras qui est très net, donc je vais absolument garder un bord net, et donc je vais de nouveau diminuer ma sélection. Donc auparavant, je vais vérifier ce que j'ai bien sélectionné. Donc si je vais dans sélection, donc j'ai bien la partie blanche qui correspond aux parties que je veux flouter. Donc je vais diminuer ces parties-là pour m'éloigner d'un pixel au niveau du profil. Donc sélection, réduire, toujours un pixel. Voilà, là je valide. Bon, j'ai vu mon profil qui s'est un petit peu éloigné. Je peux le vérifier si je prends l'outil loupe. Voilà, hein, on voit que je suis un petit peu en dehors de ma sélection. Et donc maintenant, je vais pouvoir appliquer mon flou gaussien. Donc filtre, flou. Voilà, je recherche une zone pour vraiment comparer. Bon, là, ça me fait, si je reprends mon chiffre précédent 17, c'est peut-être un petit peu beaucoup. 13, donc on va valider. Voilà donc ce que ça donne. Bon, là, je ne sauvegarde pas ma sélection, hein, vous avez compris la méthode. Je vais simplement l'enlever pour qu'on distingue bien le travail. Donc, par un CTRL A. Voilà. Donc, j'ai un petit défaut hein, ici. Donc, ça j'ai pas assez fignolé ma sélection. Hein. Donc, il faut être très vigilant. Hein. Ici, ça se passe pas trop mal. Donc la grosse difficulté étant au niveau de la sélection. Donc on a terminé concernant la sélection. Alors simplement un petit mot sur les filtres. Flou, vous avez également en flou, vous pouvez faire appliquer la même méthode concernant un flou cinétique. Hein, donc il va simuler un mouvement en utilisant un flou orienté dans la direction de la vitesse hein, en fait. Donc là je peux vous montrer, je vais pas traiter cet exemple là parce que c'est un petit peu pareil, on va faire une sélection et après ou cumuler des sélections et après les traiter grâce au flou cinétique. Simplement je peux vous montrer un exemple. Voilà, par exemple j'ai cette photo. Et donc, après recadage et retraitement RAW, on va faire un flou cinétique pour simuler la vitesse du bus. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai le flou arrière-plan. Alors là, bon, ça peut être un petit peu délicat parce que la barrière doit être également floutée. Hein. Donc, on a un mélange des deux qui n'est pas évident. Et donc, je peux également faire des choses de ce type là hein, où ça va être beaucoup plus difficile parce qu'il va falloir l'intégrer au niveau des barrières hein, également. Bon, sachant que ça peut être réalisé plus simplement en photo avec un filtre ND hein, où je vais pouvoir mettre du temps de pause et donc avoir également cet effet là.